Les surdicécités. La surdicécité, c'est une situation de handicap qui n'est pas l'addition d'une surdité et d'une cécité, mais la combinaison de ces deux déficiences sensorielles, entraînant des profils complexes et atypiques. Souvent, les gens croient que les personnes en situation de surdicécité ne voient pas, n'entendent rien, ne communiquent pas et ne peuvent pas vivre normalement. On pense qu'elles ne peuvent pas se marier, ni avoir une famille, qu'elles ne pourraient pas faire de sport, ou avoir un travail, et qu'il leur est impossible de se déplacer seules. Cependant, la surdicécité, c'est plus subtil que ça. D'ailleurs, on parle de surdicécité, au pluriel, car les profils des personnes sont hétérogènes. Et oui, il ne s'agit pas simplement de déficience auditive ajoutée à une perte de vision. Il y a des personnes qui entendent, mais un peu, ou qui n'entendent pas tout à fait comme nous. Certaines personnes ont une vision partielle. D'autres encore ont un champ visuel restreint. Certains sont très sensibles à la luminosité, voire ne la supportent pas. Tandis que d'autres voient une réalité déformée, avec la DMLA par exemple. Certains ne peuvent plus fixer leur regard. Et il existe également des personnes qui sont en situation de cécité complète et de surdité totale. La surdicécité, selon la définition du handicap, c'est aussi la rareté du public, car elle concerne peu de monde. En effet, le taux de prévalence est très faible, moins de 1 sur 10 000. Sonia Van de Molengraft, directrice du CRESAM, nous en dit un peu plus. La surdicécité, c'est l'association d'une double déficience sensorielle, visuelle et auditive, qui implique des difficultés pour la communication, des déplacements et l'accès à l'information. Ce sont les 3 éléments basiques pour la participation à la vie sociale. En France, on a la notion handicap rare. Plusieurs handicaps sont concernés, dont la surdicécité. Mais ça veut dire quoi, un handicap rare ? Ça répond aux 3 différents critères. Le premier critère, c'est la rareté du public. Ça veut dire 1 cas pour 10 000 personnes. Pour la surdicécité, on n'a pas de chiffres exacts, mais on peut retrouver des données dans les études nationales et internationales qui répondent à ce critère. Le deuxième critère, c'est la rareté des combinaisons de déficiences. Pour la surdicécité, on parle bien d'une déficience visuelle et auditive, et on pourrait dire que c'est bien un handicap à part entière. Par exemple, une personne qui n'a qu'une déficience auditive, elle peut compenser la perte auditive avec ses compétences visuelles. Pour une personne en situation de surdicécité, c'est moins évident. Et ça nous amène au 3e critère, la rareté des services et des aides techniques adaptées. C'est à nous de créer, de développer des services, des aides techniques qui peuvent répondre aux besoins spécifiques des personnes en situation de surdicécité.
Et donc ça veut dire quoi finalement, la surdicécité? On pense tout de suite aux personnes qui sont complètement sourdes et aveugles. Et oui, c'est bien une des variantes, mais il y a d'autres variantes. Par exemple, on parle aussi des personnes qui sont malentendantes, malvoyantes, malentendantes et aveugles, ou sourdes et malvoyantes. On peut dire que ce mot surdicécité, c'est un terme technique pour parler de l'ensemble des personnes impactées différemment. Pour mieux comprendre les différents besoins, on a classifié la surdicécité en 3 différentes catégories. On a la surdicécité primaire, secondaire et tertiaire. La surdicécité primaire concerne des personnes qui sont nées avec le double déficience sensorielle ou qui ont développé le double déficience sensorielle avant l'acquisition de langage. Prenons l'exemple de Grégory. Il a 40 ans, il est né avec le syndrome Rébiel et il vit dans un établissement depuis son enfance. Il a développé son langage à lui. Il a besoin d'avoir des partenaires qui sont capables de décoder son langage pour communiquer avec lui, pour l'accompagner pendant ses déplacements et pour donner l'accès à l'information. La surdicécité secondaire concerne des personnes qui sont nées avec une seule déficience, soit visuelle ou auditive. Et c'est dans le parcours de la vie de la personne que la double atteinte sensorielle survient. Prenons l'exemple de Virginie. Elle a 20 ans, elle a le syndrome Usher type 1 et elle communique en langue de signes française. Elle a été scolarisée dans un milieu ordinaire et là elle commence à avoir des problèmes au niveau visuel. Dans la situation idéale, elle pourrait faire un programme adapté à ses compétences. Pour elle, ça veut dire de pouvoir faire appel à un instructeur de locomotion qui maîtrise la langue de signes française. Prenons l'autre exemple de Karine. Elle a 20 ans, elle est née sans déficience sensorielle et à cause d'une maladie rare de méningite, elle a maintenant une perte visuelle et auditive. Elle travaille et pour aller au travail, elle utilise le transport public. Elle fait beaucoup de réunions et pour rentrer chez elle, encore, elle utilise le transport public. Et quand elle rentre chez elle, elle est vraiment fatiguée parce que tout ça a déjà demandé beaucoup d'énergie. La surdicécité tertiaire concerne des personnes qui sont nées sans déficience sensorielle ou avec une seule déficience. Et à cause de l'âge, ils développent ce double déficience sensorielle. Prenons l'exemple de Patrice. Il a 84 ans, il est marié, il a des enfants, des petits-enfants, il a toujours travaillé, il a été toujours autonome. Quand toute sa famille est réunie, il a des difficultés de suivre les conversations. Quand il veut se déplacer, maintenant il doit faire appel à quelqu'un pour l'accompagnement. Et au niveau de l'accès à l'information, il ne peut plus lire des livres et il a des difficultés de regarder la télé. On a vu les 3 différentes catégories de la surdicécité et le plus important, c'est de comprendre que la surdicécité demande des adaptations au niveau de la communication, des déplacements et l'accès à l'information. C'est à nous de mettre en place un accompagnement spécifique pour répondre aux besoins des personnes en situation de surdicécité, pour leur permettre d'avoir une vie la plus autonome possible. Conclusion. Une personne ne se résume pas à son handicap. Et bien qu'elle soit en situation de double déficience sensorielle, elle est avant tout une personne qui reste actrice de ses choix. Le champ des possibles sera d'autant plus large qu'elle est soutenue par sa famille, son entourage et le concours éventuel d'une équipe pluridisciplinaire formée.